Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'être là pour cette deuxième session des conférences qu'on appelait le divan de la danse et que on a initié comme une extension du réseau Graham for Europe. Le but de ces conférences, c'est de parler de danse avant tout et de parler d'autres choses aussi, d'ouvrir un peu le champ des possibles. Et on s'est dit qu'on allait accueillir ce soir deux personnalités de la danse Graham qui ont eu aussi des parcours d'exploration dans différentes disciplines, qui sont aussi passés par des institutions de la danse et que c'était une bonne opportunité de vous rencontrer, que vous nous parliez un petit peu aussi de votre parcours et que vous partagiez peut-être des réflexions, des envies, peut-être des coups de gueule aussi sur le monde de la danse aujourd'hui. Et voilà, on a émis comme fil rouge d'avoir un regard croisé sur la pédagogie dans la danse. Alors j'ai noté de la diversité des langages de la danse à la figure de l'institution ou des institutions en danse. Je vous laisse vous emparer de ce sujet. Il y a des petites questions que j'aimerais vous poser, mais l'idée c'est que ce soit un échange aussi collaboratif. Donc on a prévu à peu près 1 heure d'intervention, de dialogue, et puis ensuite 1 heure d'échange avec vous. Soyez libre aussi de vous raccrocher à ce à quoi vous avez envie de réagir. On prendra le temps ensuite pour ces échanges. Voilà. Peut-être que pour commencer, vous pouvez vous présenter l'une et l'autre, très rapidement par où vous êtes passés. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, je m'appelle Claire Beaulieu. J'ai été essentiellement professeure de technique Graham et Horton à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Entre 1983 et 2019, dans le même temps, j'ai dirigé un conservatoire de danse à part entière, ce qui est une situation un peu exceptionnelle en France, puisque en principe, les départements de danse sont rattachés au conservatoire de musique. Et là, à Bagnolet, il se trouve qu'il y avait 2 écoles bien distinctes, avec 2 directions différentes et des projets différents, qui ne se sont pas beaucoup croisés, à mon grand regret, mais voilà, c'était comme ça. Avant ça, j'ai eu une formation classique, de danse classique et de jazz. J'ai touché un peu à tout, en fait, aussi les claquettes. Un de mes premiers contrats était de danser et de chanter dans une comédie musicale, de faire des shows télévisés marrants, de danser aussi avec des ensembles contemporains. Enfin, j'ai fait plusieurs choses comme ça, du cabaret au paradis latin, enfin, des choses comme ça, parce que j'avais envie un peu de toucher à tout. Et après un certain temps, je me suis un peu plus... j'ai ressenti le besoin de me structurer davantage par rapport à la danse moderne américaine. Et c'est ce qui m'a conduit à passer quasiment 5 ans aux États-Unis, où je me suis formée à la fois à l'école de Martha Graham et d'Alvin Ailey sur la technique Horton. Voilà, donc j'ai eu cette grande chance en fait de rencontrer à une époque bénie aux États-Unis, c'est-à-dire entre les années 77 et 82, vraiment des grands danseurs, des grands pédagogues, donc j'ai eu vraiment énormément de chance. Et je me souviens de cette époque, comme quelque chose, comment dire, je me sentais comme une éponge, prête à absorber énormément de choses. Et avec, je ne l'ai pas analysé sur le moment, je vous le dis maintenant, mais avec cette idée qui était à l'arrière de mon cerveau, que tout ce que j'allais engranger comme connaissance et comme savoir-faire allait en fait me servir
toute ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que on n'a pas forcément conscience des choses, c'est-à-dire que on fait les choses sans trop savoir pourquoi, parce qu'on est porté par un élan, par une passion, par une espèce d'envie de bouffer, voilà. Donc moi j'étais là-dedans, mais j'avais quand même dans cette arrière-pensée, mais très diffuse dans le fin fond de mon cerveau, que tout ça allait m'être très 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 utile par la suite. Ce qui s'est révélé absolument exact, puisque au jour d'aujourd'hui, quand j'enseigne, que ce soit Graham ou Horton, je me retrouve dans la situation où pour partager ou expliquer des choses, des ressentis dans le corps, etc., je suis tout le temps en train de réinventer la façon de dire les choses, peut-être suivant les personnes qui se trouvent devant moi, avec moi à ce moment-là, mais en tout cas, c'est vrai que très souvent, je me surprends à expliquer les mêmes choses d'une manière totalement différente, avec des images complètement différentes. Donc, vous voyez, 35 ans ou 40 ans après, finalement, on continue d'apprendre. Oui, on continue tout le temps d'apprendre parce qu'on réinvente les choses, en fait. En tout cas, ces deux techniques, Graham et Horton, elles sont extrêmement complètes, en fait. Mais ça, on ne le sait pas tout de suite. On le réalise petit à petit. Et c'est de cette façon qu'on progresse aussi dans son enseignement et dans le partage des choses. Tamara. Voilà, donc moi, je suis d'origine belge. Donc c'est très important d'abord de commencer par ça. J'ai été formée dans une école normale à Bruxelles, c'est-à-dire j'ai une formation de pédagogue. Et en arrivant en Israël, je me suis retrouvée face au monde de la danse. Après des études à l'Académie Robin de Jérusalem, j'ai eu des professeurs extraordinaires, entre autres des danseurs qui ont été envoyés par Martha Graham elle-même, qui étaient nos enseignants. Gertrude Kraus, qui faisait partie plutôt de l'école allemande, les Russes aussi, enfin, Israël est un ensemble tellement diversifié du monde entier de la danse finalement. Le classique, le moderne, donc comme je vous ai dit, surtout le Graham, c'est-à-dire que j'ai été face à la technique Graham en 71, 72, 73 et en 76, on m'a demandé de créer, donc dans cette même académie à Jérusalem, de créer ce qu'on appelle le bac danse, c'est-à-dire un lycée. Il y avait déjà une section musique. Les musiciens sont toujours les prioritaires. Et donc, on s'est battu pour créer ce département danse à partir de l'âge c'est-à-dire les 4 dernières années avant le bac. Je crois que c'est 14, 15, 16, 17. Quelques années après, on a rajouté 12, 13. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lycée est un lycée qui a servi de modèle en Israël. Il a été le seul à avoir ce programme danse que j'ai créé en tant que pédagogue et m'inspirant surtout du modèle américain, de la High School of Performing Arts à New York, de la Guardia High School of Performing Arts, de voir un peu ce qui se passait dans le monde
Et les élèves, pendant 6 ans, ça dépendait évidemment de l'âge, avaient 3 classes de classique par semaine et 2 classes de moderne et inversement plus tard, des classes d'improvisation, des classes de chorégraphie, que j'appelais évidemment composition chorégraphique. Et donc ce programme, il court jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été changé. Donc c'est un programme que j'ai créé avec l'inspection de l'éducation physique à l'époque. C'est-à-dire ça nous a pris quelques années pour vraiment avoir au niveau du ministère de l'Éducation, d'avoir carrément un département danse et pas collé à la musique. C'est-à-dire vraiment on s'est battu pour que la danse soit tout à fait indépendante de la musique. Mon intention aussi était à l'origine de ne pas, c'est-à-dire de laisser les élèves face à une possibilité d'être créatifs, c'est-à-dire de ne pas être ravalés par le carcan, j'appelle ça le carcan de la technique, bien que, en tant que Belge, je me distingue très fort à ce niveau-là. Les Belges sont très structurés, hein. C'est des gens qui sont très carrés, qui ont toujours quelque chose à dire, à se révolter. Ils peuvent être géniaux dans pas mal de domaines, parce qu'ils sont dans une situation de conflit entre 2 différentes langues, qui est d'un côté les flamands, les néerlandais, de l'autre côté les francophones, et évoluant dans cette atmosphère, mon identité, elle est très très forte, et j'ai aussi été formée à une école pédagogique Ovide de Crowley. Maintenant, Ovide de Crowley est un pédagogue belge qui voit l'éducation comme étant, qui voit l'éducateur comme étant un guide et non un adulte qui impose, et qui aide l'élève à apprendre par rapport à l'entourage où il évolue. C'est-à-dire, on n'est pas des adultes qui imposons nos lois, mais nous éveillons l'élève à la connaissance, à s'intéresser, à écouter ce qui se passe autour de lui, et à partir de ce moment-là, à apprendre. Donc ma conception en tant que prof, elle n'est pas d'imposer, mais elle est d'être à niveau du regard, pas d'en haut, mais à niveau du regard, et toujours dans une situation de dialogue, c'est-à-dire on guide. Je crois que pour moi, il était important aussi de garder une certaine fraîcheur et de développer chez l'élève une capacité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir créer tout en apprenant les lois, les structures, des techniques qu'il apprenait. Je crois que j'ai été... bon. À part ça, je suis arrivée en Israël en ayant évolué depuis l'âge de 8 ans dans le monde du théâtre, c'est-à-dire le monde du théâtre yiddish. Vous entendez le mot yiddish, donc c'est ma culture. Je me suis retrouvée à l'âge de 17 ans circuler en Europe en tant que chanteuse et actrice dans le monde du yiddish, c'est-à-dire pour moi la scène
je ne peux pas vivre sans la scène, j'ai besoin de la scène pour pouvoir, et d'ailleurs en enseignant, on est sur une scène de toute façon. Pour moi, il était très important de continuer, donc au moment, donc avant d'arriver en Israël, j'ai aussi fait des études de musique dans une académie à Bruxelles, j'ai joué de l'orgue donc dans une église pendant 4 ans, et la musique, et le chant, et le théâtre m'ont énormément enrichi, de telle sorte que pour moi, enseigner une technique était d'abord pour pouvoir continuer à développer dans l'élève ce que j'appelle l'artiste, et pas l'exécutant. C'est-à-dire garder la possibilité d'être lui-même dans son identité, de ne pas l'enfermer dans le monde de ceux qui enseignent, mais de le laisser toujours en ouverture vers le monde qui l'intéresse, c'est-à-dire développer son identité, sa personnalité. J'ai créé un cabaret à Bruxelles aussi en tant que chanteuse, donc j'ai bourlingué, j'ai fait plein de choses avant, donc je ne suis pas du tout enfermée, disons, dans un monde qui m'a conduit. Et évidemment, je me suis retrouvée à New York, je suis sur scène en tant que danseuse. Je crée, je suis chorégraphe, j'ai créé ma propre compagnie en revenant de New York. J'ai pris des cours chez Graham, chez Alvin Ailey. Je me suis aussi produite chez Alvin Ailey avec 2 spectacles solo où je chantais, dansais, jouais en yiddish devant des Noirs américains. Et chez Alvin Ailey, le thème était la mère juive, et la réaction a été « But you know, Tamara, your mama is like our mama ». Dès le moment où j'ai eu des réactions comme ça, où les gens, enfin les spectateurs qui étaient d'une toute autre culture, s'identifiaient, parce que dès le moment où on touche à l'humain, on touche à l'universel. Et c'est ça qui m'intéresse dans la formation de mes élèves. C'est une belle phrase sur laquelle enchaîner. Très bien. Merci pour vos présentations. Je vous propose du coup, comme on a parlé aussi de différentes techniques et de comment est-ce qu'elles s'articulent dans un parcours, que vous nous partagiez un petit peu aussi en tant que professeur, mais aussi en tant que danseuse, ce que vous avez pu expérimenter sur le dialogue entre différentes techniques, que ce soit le Graham et le Wharton, peut-être la danse classique et le Graham. Comment est-ce que ces 2 techniques se nourrissent dans un parcours de formation? Quel pont est-ce que vous voyez entre ces techniques lorsque vous les enseignez ou lorsque vous les pratiquez? Claire. Tu veux que je commence? Alors, je crois que c'est comme on habite en France et qu'on vit en France et qu'on n'est pas habitué ici en France, à part la danse classique qui est très codifiée, à parler d'autres techniques qui sont codifiées. J'ai envie de dire que c'est justement parce que ce sont des techniques qui sont codifiées, mais plus que ça, elles sont codifiées, écrites et musicalement également écrites, hein, puisque dans toute la progression, il y a un solfège, on va dire, corporel qui marche avec. J'ai envie de dire que personnellement, face à la rébellion du monde contemporain mais élargi en France, qui était
la rébellion contre toute forme de technique, finalement, c'est assez compliqué de se retrouver dans un pays où il y a une telle rébellion. Alors c'est vrai que le pendant de ça, c'est que les Français comment dire, veulent à tout prix, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Il y a eu des Gilets jaunes chez des danseurs aussi qui repoussaient absolument toute forme de technicité, notamment dans la fin des années 60 et début des années 70. Donc c'était assez compliqué de naviguer dans tout ça. Mais le pendant de ça, c'est qu'il y a eu énormément de gens, de jeunes danseurs, de jeunes chorégraphes qui ont expérimenté énormément de choses. Donc ça, pour moi, c'est le point positif. Après, il y a eu un retour, parce qu'il y a eu toute la loi sur l'enseignement de la danse, etc., qui s'est mis en route. Et du coup, il y a eu un retour vers une formation technique qui, finalement, s'avère aujourd'hui complètement obligatoire. Hein. Sinon, on ne passe pas du tout les échelons pour soit être danseur professionnel, soit pour être professeur, puisqu'il y a un diplôme d'État, un CA, etc. Donc ça devient assez compliqué et finalement assez demandant en termes de connaissances, qui est, comme disait Tamara tout à l'heure, peut-être une forme de carcan dont il faut pouvoir s'échapper. Mais c'est comme ça. Là, on est quand même, depuis le milieu des années 80, on est baigné dans un bain de formation technique. Alors, on ne parle pas ni de technique Graham, ni de technique Horton, ni de Cunningham, ni de rien du tout, mais on parle de technique. Donc ça, c'est un point pour moi un peu confus dans la réflexion, on va dire, ministère de la Culture, Santé nationale de la danse. Je ne comprends pas très bien la trajectoire de tout ça. Toujours est-il que, il me semble que... Comment sûr. Pourquoi? Je sais pas, parce que moi aussi, je l'ai pas toujours compris. Ah non, mais moi, quand j'ai commencé à enseigner à l'école de danse de l'Opéra, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est l'Opéra national de Paris qui m'a donné la possibilité d'enseigner la technique Graham et Horton. Parce que tout, de ma génération à moi, donc j'avais 30 ans en 1982, le Graham, on me disait c'est démodé, c'est passé, c'est nul, etc. Il y a eu un petit sursaut pour la technique Cunningham après, au moment de la mise en place du diplôme d'État. Horton était associé au jazz, donc ce qui est une hérésie totale, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, si tu veux, quand tu passes 5 ans dans un pays et que tu vraiment tu étudies le truc à fond, que tu parles avec des gens et que en fait, moi j'en croyais pas ni mes yeux ni mes oreilles, mais c'est comme ça. Donc maintenant ça s'arrange, j'ai l'impression que ça s'arrange un peu dans les nouvelles générations parce que les gens voyagent, donc ils se rendent compte des choses. C'est peut-être plus facile. Mais ma génération à moi, c'était très compliqué. Et justement, par rapport à la direction du conservatoire, ça a été très compliqué parce que moi, je suis arrivée dans une école où il y avait déjà des professeurs formés un peu à tout va, hein, à l'aide de stages. Parce qu'à part la danse classique, en réalité, il n'y avait pas de formation précise. Donc, c'était des gens qui étaient très courageux parce qu'ils se sont formés à coups de stage ici et là, un peu de Graham, un peu de machin, un peu de jazz, un peu de trucs, etc. Mais du coup, ma première mission que j'ai réalisé assez vite, c'était que de convaincre ces personnes qu'il fallait absolument qu'elles fassent des choix d'une certaine manière. Parce que si on veut enseigner, il faut réfléchir à
qu'est-ce qu'on veut enseigner. Ça ne peut pas juste être une espèce de fourre-tout un peu bizarre. Donc, imaginez une progression de cours sur 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas. Et pour enrichir tout ça et progresser dans son enseignement, eh bien, effectivement, continuer à faire des formations, etc. Donc j'ai un petit peu cadré le truc dans ce sens-là, sachant très bien que toutes ces personnes qui étaient très volontaires et très bien, en fait, manquaient cruellement de comment dire, de connaissances sur l'histoire de l'art chorégraphique, non seulement des techniques, mais sur l'histoire de l'art chorégraphique. Les gens allaient prendre des cours chez Peter Goss, ils ignoraient totalement que c'était du Limone, prendre des cours chez Pao avec un petit peu de drame, sans savoir puisque le prof ne faisait pas référence à ses sources. Donc c'était un peu compliqué, c'est vrai. Donc moi j'ai essayé de cadrer pour inviter les professeurs à se former et à formaliser un tout petit peu plus les choses, de façon à ce que quand ils se retrouvent devant des enfants ou des élèves plus âgés, ils aient suffisamment confiance en eux aussi pour enseigner et pour mener à bien une série de cours sur 1 an, par exemple. Donc voilà, je les ai encouragés à ça. Je les ai encouragés aussi à créer, donc ça c'est le point commun, hein, à créer en mettant en place des ateliers chorégraphiques indépendants des cours. Donc ça a donné tout ça, ça a fait que ces personnes-là, dont la plupart sont toujours au conservatoire, ont, de mon point de vue, formidablement bien évolué, à la fois personnellement, parce que les ateliers chorégraphiques leur donnaient la possibilité de s'exprimer finalement en tant qu'artistes et de se révéler un petit peu à eux-mêmes. Et du coup, partager avec leurs élèves des instants de création, de créativité qui passaient par l'improvisation, etc., et de mettre en place une danse. Donc rien que ça, c'était déjà formidable. Mais c'était un gros travail. J'ai pris la direction du conservatoire en 1986, et je dis je, mais en fait l'équipe, parce qu'on a travaillé vraiment ensemble, on a commencé à voir les résultats 10 ans après. Ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans. Et moi, personnellement, je buvais du petit lait parce que je voyais chacun d'entre eux évoluer, progresser, avoir des idées, être force de proposition. Et du coup, ça nous a amené en fait assez loin cette affaire. Donc c'était super. Et puis, du coup, quand tout ça a été bien mis en place et que j'ai senti que l'équipe était solide et prête à prendre des risques aussi, j'ai commencé à mettre en place des rencontres chorégraphiques interconservatoires dans tout le département. Les professeurs qui le souhaitaient pouvaient présenter leur chorégraphie avec leurs élèves aux rencontres chorégraphiques de la Fédération française de danse, qui à ce sujet-là a fait en fait, bien avant le ministère de la Culture, un maillage extraordinaire sur tout le territoire national pour essayer de propager la création, la créativité de toutes les écoles, etc. Donc ils ont fait un boulot fantastique. Et puis, dans les dernières années, j'ai mis en place des projets à l'international. Donc ça, c'était extraordinairement compliqué à mettre en place, mais j'y tenais énormément. Donc on a réussi à faire un projet avec un collège aux États-Unis, avec une école suédoise, et même avec l'école du Royal Ballet au Cambodge. Donc ça a été comme ça, ça a fini par mousser. C'est compliqué dans une ville, parce qu'un conservatoire, il est rattaché à une ville, à une politique culturelle, il y a des missions très spécifiques. Donc en même temps,
on avait pour mission de se rapprocher des écoles publiques, ce qui était très bien d'ailleurs. Je sais que j'ai mis en place des cours avec les enfants des crèches, des choses comme ça qui faisaient qu'il y a une dynamique et un élan qui s'est créé et qui a vraiment progressé, mais encore une fois, pas grâce à moi, j'étais juste là pour guider, soutenir, etc., mais qui a vraiment fait progresser beaucoup l'école, ce qui est un travail très différent de mon rôle à l'école de danse de l'opéra, où la mission elle est très précise. L'opéra, elle forme des danseurs qui servent, c'est le réservoir du ballet, ou d'autres compagnies, si jamais ils ne sont pas pris dans le ballet. Donc ma mission à moi, en tant que professeur de danse contemporaine, c'était de les initier à la technique Graham, à la technique Horton, suivant les comment dire, c'était suivant en fait le planning des élèves, parce que c'était les grands élèves, donc suivant leur occupation dans le trimestre, il fallait vraiment bien cibler les choses, ce qui était un sacré challenge, mais qui moi m'a vraiment motivée en fait et soutenue, parce que finalement à chaque fois que j'allais donner un cours, j'ai dit bon, alors aujourd'hui quand je sors, ils doivent avoir compris ça, un tout petit peu, et si c'était beaucoup, tant mieux, j'étais contente, mais je me donnais des objectifs très très précis, non pas en termes de mouvement, ça sert à rien de leur apprendre des kilomètres de mouvement, mais en termes de fondamentaux de la danse, les aider avec leur technique classique, parce qu'ils ont des corps déjà très bien formés, à utiliser leur savoir-faire en classique pour le transposer dans d'autres ressentis, et que le tout soit harmonieux entre le haut et le bas du corps, et que ce soit musical dans la phrase dansée. Rien que ça, c'était déjà magique, parce que beaucoup de choses se déclenchaient pour eux déjà intellectuellement. Donc, plus j'ai enseigné, plus je me suis rendu compte qu'en fait, ça servait à rien d'aller propager comme ça des kilomètres de mouvement, mais au contraire. Mais je trouvais que c'était intéressant de s'assurer que les personnes comprenaient bien ce qu'ils faisaient et ne subissaient pas les choses, mais les intégraient en les comprenant et en les faisant siennes, on va dire. Donc ça, c'était pour moi très important. Bon, ça, c'est la version opéra qui est très, très, très spécifique, parce qu'il ne s'agit absolument pas de dire à ces jeunes gens de 17 ans qu'il faut qu'ils oublient tout ce qu'ils ont appris. C'est pas du tout ça, c'est en fait les inviter à réfléchir par rapport à leur fonctionnement de danseurs classiques, comment ils peuvent réutiliser ce savoir dans un autre style chorégraphique ou dans une autre forme de technique, ce qui met en jeu des chaînes musculaires très différentes du classique. Donc ça aussi, il faut qu'ils l'apprennent, il faut qu'ils le comprennent. Enfin, c'est tout un programme à bâtir avec eux, suivant leur degré de maturité aussi. Sachant que quand on est dans l'école, en fait, on ne voit jamais le résultat final, on le voit 3 ans après, quand ils ont été 2 ans stagiaires, soit à l'opéra, soit dans une autre compagnie. Nous, on ne voit jamais le résultat, mais on s'efforce de leur donner tous les éléments pour les rendre effectivement autonomes, comme disait Tamara. Et dans un conservatoire qui a une mission de service public, donc élargie, c'est pas si différent que ça, en fait. Parce que si on enseigne, si on enseigne à un enfant qui fait de la danse classique et qui a déjà un savoir, cette forme-là d'enseignement que je viens d'expliquer,
On peut la transposer à n'importe quelle personne finalement. Les objectifs ne sont pas exactement les mêmes pour chacun, mais de mon point de vue, et Tamara a parlé de ça, pour moi il s'agissait en fait d'éduquer, c'est l'éducation d'une sensibilité, donc arriver à percevoir ce que l'enfant ou l'élève plus âgé va pouvoir digérer comme information et le mettre en pratique, soit dans un acte technique, soit dans un acte créatif qui peut passer par les petits, le jeu, et puis l'impro, et puis la composition. Donc c'est un tout petit peu différent, mais finalement à la fin les enjeux sont pareils, puisque de mon point de vue, un être humain, si on lui apprend à gérer ses émotions et si on lui donne des pistes pour s'éduquer sur le plan sensible, alors il a tout son cerveau qui est ouvert à tout en fait. Et on peut même l'inviter à travailler sur la dramaturgie, observer une peinture et en faire quelque chose. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Donc en fait, on se rejoint pas mal dans la philosophie. Après, il faut la mettre en pratique. Et ça, c'est un travail, rien n'est jamais figé. Comme je disais tout à l'heure, je réinvente des façons d'expliquer les choses ou de les partager chaque fois que j'enseigne finalement. Je me surprends à dire des choses très différentes pour expliquer la même chose. Mais, donc voilà, ne pas figer, mais toujours réinventer. C'est ce que me disaient aussi les professeurs aux États-Unis, c'est que c'est pas figé, puisque tous ceux que j'ai approchés et avec qui j'ai étudié, ils avaient ce cadre de travail qui était la technique Horton, la technique Graham, ok, mais je sentais très très bien qu'ils avaient à ce point digéré le travail qu'ils l'enseignaient de façon extrêmement personnelle. Et donc ça, c'est fantastique de le vivre, en fait. Parce que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose, puisque la personne qui est devant est différente et donc s'ouvre émotionnellement et avec sa sensibilité d'une façon différente. J'ai trop parlé. Non, mais c'est très bien. On n'est pas que par le temps, on va dépasser l'heure d'intervention sans problème, si ça vous va. Mais est-ce que, pour rebondir sur cet enjeu à faire dialoguer les techniques, moi, ce dont j'aimerais, sur lequel j'aimerais mettre l'accent, il est évident, bon, comme j'enseigne et le classique et le Graham, les structures sont très très importantes, parce que les structures, quelque part, elles nous donnent un cadre dans lequel on peut évoluer d'une loi à une autre loi. Mais on a cette liberté, c'est-à-dire on n'utilise pas la structure comme étant un enfermement, mais au contraire, une base qui nous donne la possibilité d'évoluer avec une certaine liberté d'un point à un autre point. Moi, je dois parler du fait que quand j'ai commencé donc, à être sur scène et que j'utilisais le chant, j'ai eu donc un professeur de chant qui m'a dit « Va prendre des cours de Alexander, de technique Alexander ». Donc j'ai pris des cours de technique Alexander et puis j'ai découvert que ma technique dans la danse se développait toute seule. Il ne fallait pas travailler et se donner
à fond pour pouvoir arriver à des résultats extraordinaires. J'étais arrivée avec des résultats sans devoir travailler de manière forcenée. Et donc, je me suis dit, bon, si c'est bon pour moi, c'est bon pour mes élèves. Et donc, j'ai commencé à enseigner donc, et le gramme et le classique avec une approche qui est une approche d'un placement, donc d'une attitude qui soit une attitude organique, non crispée, dans le port de bras, et en gramme et en classique. C'est-à-dire que le classique vous donne cette capacité d'être sur vos jambes, mais avec un placement qui est tout le temps sur la verticale, tandis que le gramme, vous barrez du vertical. Vous allez donc en tilt, en arch over the back, tout est au niveau du centre, utilisé avec l'accent sur l'émotion dans le gramme. Et très souvent, on oublie que le gramme, finalement, quand on parle de la technique gramme, vous avez la contraction et le release, qui sont finalement comment j'utilise mon centre de l'émotion. D'ailleurs, je ne crispe pas. Je travaille à travers donc mon émotion qui fait que le travail est organique et je garde une élasticité dans mon travail. C'est-à-dire que je ne crispe plus. Je peux m'exprimer, comme je disais tout à l'heure, the sky is the limit, sans devoir crisper, en me donnant entièrement et en découvrant par rapport donc à la technique Alexander, ce côté d'équilibre que donne la technique Alexander vers l'avant, vers le haut, et tu es toujours au-dessus de ta balance. Tu n'es pas dedans. Tu ne cherches pas à être dans ta balance, tu es au-dessus, de telle manière à ce que tu puisses continuellement être dans une liberté de mouvement. Toujours sans oublier que nous avons quand même des lois. Ces lois sont là pour vous donner une stabilité et une assurance. Parce que finalement, on ne vit pas dans une situation d'anarchie. On vit dans une situation où il y a des lois, de telle manière à ce que nous respectons les uns les autres. C'est pareil dans tout. C'est pareil dans la musique, c'est pareil dans le théâtre, c'est pareil dans l'écriture. On a des lois qui nous donnent cette capacité d'avoir une assurance. Nous savons où nous allons, mais tout en prenant des risques. Parce que ces risques sont importants pour pouvoir avancer et ne pas faire du surplace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Et d'ailleurs, c'est comme l'enfant qui commence à marcher, il tombe. Et c'est à travers le fait de tomber qu'il apprend à marcher. C'est pareil dans l'apprentissage d'une langue. Donc, pour moi, et dans le classique, et dans le gramme, le classique, évidemment, vous avez les structures, les positions. Je ne vais pas commencer à donner un enseignement du classique. La même chose en gramme, vous avez tout un développement dans le cours qu'il faut respecter. Parce que c'est comme ça. Il y a une évolution qui fait qu'on commence de l'intérieur et qu'on va vers l'extérieur pour terminer en grand mouvement et en grand allegro, pareil en classique, pareil en gramme. Donc on ne peut pas dire que le classique n'a rien à voir avec le gramme, au contraire. Après tout, toutes ces techniques sont centrées sur l'humain, sur le danseur, sur qui nous sommes. Donc automatiquement, il va y avoir des relations de l'un à l'autre. Et quand j'enseigne
quand j'enseigne le classique, je fais très souvent allusion à certains exercices que nous avons en grammes au sol. Par exemple, sur la flexion, je disais l'autre jour, quand vous êtes en première position, assis en train de faire les flex, vous travaillez votre en dehors au niveau des omoplates. C'est-à-dire que le corps fonctionne avec des réactions à la chaîne. Il est plus facile de travailler mon en dehors au niveau de mon torse qu'au niveau de mon bassin, parce que tout le poids du corps, il est dessus. Là, j'ai une liberté de pouvoir ouvrir mon en dehors et automatiquement, et ça c'est le gramme qui m'a enseigné, automatiquement je l'enseigne dans mon classique. Et vice-versa, c'est-à-dire que dans le classique, j'utilise énormément l'émotion, l'élasticité, le bâillement, le port de bras qui est libre et pas un port de bras qui est figé. C'est-à-dire tout fonctionne en flowing movement et pas avec des arrêts aux positions. C'est-à-dire la position est là comme étant comment est-ce qu'on dit ça, un repère. Comme étant un repère pour continuer le mouvement, mais pas comme étant une station. Il y a encore d'autres trucs qui sont, par exemple, dans l'Alexander, où vous avez la balance qui est donc à l'arrière de la nuque. Et justement, quand vous êtes sur votre balance, vous travaillez les énergies qui partent au niveau du centre, donc du chakra, vers l'extérieur de manière égale. C'est-à-dire, et ça, l'Alexander m'a appris à prendre ces énergies vers le haut, tout en décrispant, c'est-à-dire en relaxant et utiliser toutes ces connaissances, donc dans la danse et dans le drame et dans le classique. Maintenant, les exercices que je fais faire en général sont des exercices longs. Je ne les fais pas courts. La raison pour laquelle je ne les fais pas courts, c'est pour ne pas être répétitif, parce que dès le moment où vous les faites courts, vous n'utilisez pas votre émotion. Dès le moment où l'exercice est global, d'ailleurs c'est la méthode globale je vous ai parlé de Crowley, c'est-à-dire c'est une méthode qui voit l'apprentissage à travers un ensemble et pas à travers un détail. C'est-à-dire on travaille d'abord l'ensemble pour pouvoir utiliser l'émotion. L'émotion est très importante dans l'approche de l'apprentissage, parce qu'après tout, elle donne cette capacité de pouvoir travailler organiquement et en élasticité. Et l'élasticité, vous le savez bien, si vous voulez des extensions jusque-là, c'est en élasticité qu'on les a. En travaillant le rectangle, le torse de manière figée, mais en élasticité au niveau des articulations, des bras, des jambes. Donc, les exercices, pour moi, doivent être une combinaison de différents mouvements, de telle sorte qu'on puisse exprimer l'exercice à travers une émotion, et pas à travers un calcul et un truc aérobique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je ne peux pas supporter ça. C'est anti-danse, de telle manière est-ce qu'on utilise le corps de manière organique. Je peux ajouter quelque chose sur la technique Horton qui est intéressant, peut-être vous ne savez pas, mais d'abord c'est une technique qui a été créée en Californie, donc dans un endroit des États-Unis où il fait chaud, doux, très chaud, et où les éléments sont réunis pour justement
travailler la souplesse, parce que si on travaille à New York par -10, on a un peu des problèmes quand même pour travailler dans la souplesse, ou alors les mouvements, mais c'est vrai. Et alors, le truc intéressant avec ce personnage, Lester Horton, c'est qu'il a d'abord commencé par... Il a eu un point de vue sur la danse un peu d'ethnologue, dans la mesure où il a d'abord commencé par étudier les danses tribales américaines, indiennes. Donc il a fait tout le tour du Nouveau-Mexique, etc., le sud de la Californie, etc., pour étudier les danses tribales indiennes. Et il a fait un très court passage au Dennis Schoen. Ça ne lui a pas plu du tout. Le cadre ne lui a pas plu du tout, mais il y a quand même été. Et très vite, il était très intéressé par la création. Donc très vite, il a créé un petit groupe avec des danseurs, et c'est lui qui a mis en place le premier théâtre dédié à la danse en Californie. Il se trouve, et là c'est par rapport à la technique qu'il a créée, c'est qu'il se trouve qu'un jour, en réparant le toit de ce fameux théâtre, il est tombé, et que ça lui a pris des mois et des mois et des mois de rééducation. Et c'est pendant ces mois-là, et en créant un certain type d'exercice, qu'il s'est rééduqué, en fait, et que du coup, la technique a commencé à s'élaborer. Il s'est beaucoup appuyé sur ses danseurs sur les capacités, sur le potentiel physique de ces danseurs pour créer cette technique. D'où le côté quand même assez spectaculaire de certaines chutes après des sauts, avec le corps en dehors du centre de gravité, dans tous les sens, en haut, en bas, etc. Donc il était quand même très preneur du potentiel de ces danseurs, et notamment d'une certaine Bella Levitsky, qui était une femme absolument incroyable et extraordinairement douée. Et voilà, et du coup, il a créé quand même une technique, je dirais, sous certains aspects, rééducatif, en fait, avec des mouvements hyper longs et très décortiqués pour toutes les parties du corps. Et il a fait ça pour se rééduquer lui-même, en réalité. Mais après, il a mis en place, il a mis tous ces exercices en place pour enseigner sa technique. Ce qui fait qu'à la fin, on arrive dans une technique qui utilise beaucoup, en fait, aussi les postures de la danse classique pour certains exercices, mais sans barre, donc au milieu et avec pas du tout l'appui sur la barre. Le traitement de l'ouverture du bassin et de la fermeture des hanches, etc. Ça, c'est beaucoup utilisé. Et on arrive avec des études qui sont aussi, c'est marrant, très longues, mais très longues, ça peut durer 10 minutes. C'est une chorégraphie en soi, sauf que c'est un exercice. Il y en a plusieurs, il y en a une dizaine. Il a mis en place à peu près 17 formes de sauts, presque autant de chutes, et tout ça dans une... C'est marrant parce que tu parlais de la technique Alexander que je ne connais pas, mais il y a beaucoup d'exercices qui sont vraiment très au-dessus justement du centre, et avec le poids du corps presque sur l'avant des pieds. Absolument. Ça me fait penser à ce que tu disais sur Alexander. C'est exactement ça. Et en Horton, il y a beaucoup ça, puisque le dos va absolument dans tous les sens, en balance, que ce soit en spirale, que ce soit dans une forme rectiligne, etc. Et le tout, effectivement, avec très construit musicalement. Donc, ça veut dire que quand on étudie ces techniques, il faut vraiment aussi étudier la musicalité du mouvement, parce que c'est ça qui le rend organique. Et c'est tout un ensemble de choses. Donc, ce sont des techniques qui sont extrêmement construites, très codifiées,
corporellement et musicalement. Donc moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent on voit du, pardon pour les termes, du grand n'importe quoi sur la façon dont certains professeurs réinventent les structures rythmiques de certains exercices. Or, ça ne fait pas du tout travailler les chaînes musculaires de la même manière, ni la respiration, et le résultat n'est pas le même. Donc, c'est compliqué. Il faut aussi former son musicien d'une certaine manière quand on enseigne cette technique, et je pense que pour Graham, c'est un petit peu pareil. Donc, pour nous, en France, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de musiciens qui sont prêts à donner de leur temps pour intégrer tout ça, parce que c'est quand même très riche. Ils viennent souvent des États-Unis. Ils ont en souvent été formés là-bas. oui. C'est extrêmement riche en vocabulaire, donc il faut l'apprendre tout ça, il faut le savoir, il faut pouvoir démarrer au E1 du prof, et parce que surtout dans le gramme, tout commence sur la syncope. Tout exercice, elle ne commence pas sur le 1. C'est N. Mais ça, c'est souvent, c'est typique du travail musical de la musique. Absolument. Justement, je voulais justement aussi parler du côté musical, du phrasé. C'est-à-dire que, bon, on a eu beaucoup de chance là. Mon mari qui est là-bas, il était assistant directeur du centre de musique d'Isaac Stern. Et on avait énormément de grands musiciens qui venaient donner des masterclass. Ils ne parlaient pas du toucher du piano. Ils ne parlaient pas de la manière avec laquelle le musicien utilisait le piano. Mais ils parlaient de l'histoire qu'il y avait sur la musique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que le compositeur a voulu raconter? L'accent était mis dans les masterclass de tous ces grands musiciens sur l'émotion, puisque le phrasé, c'est l'émotion. Et dès le moment où on enseigne, nous en tant qu'enseignants, il est vital de parler de l'émotion, parce qu'après tout, la danse, c'est une expression émotionnelle. Et que la musique dont on parlait, le phrasé, le legato, tout ça fait partie de notre manière de fonctionner. Et c'est primordial. Et pour moi, il était important justement qu'en tant que prof de mettre l'accent là-dessus, même si les exercices sont tout simples, même s'il faut les répéter. Il y a une approche qui doit être une approche émotionnelle. Je ne parle pas de manière, c'est-à-dire ce qu'on appelle le maniérisme. Ne pas tomber dans des gestes qui sont décoratifs, mais c'est rester dans la pureté de l'émotion. Et je crois qu'au Actors Studio, il y a eu toute une époque où on enseignait le gramme aux acteurs, de telle manière à ce que le corps exprime de manière la plus fidèle, sans maniérisme, sans rajout, sans décor. Le corps exprime l'émotion pure. Et je crois que c'est ce que Graham a réussi. Moi, je pense que c'est ce que Graham a réussi à faire dans sa structure, c'est d'utiliser cette émotion pure, sans contracter, c'est-à-dire rester dans la pureté du geste. Je crois que c'est très important de ne pas tomber. Ça, c'est mes profs aussi qui m'en avaient à l'époque, donc quand j'ai étudié avec William Luther, je ne sais pas, je vous en ai pas tellement parlé. Bill était mon mentor. Il a été envoyé par Martha Graham pour diriger la compagnie Batsheva. Je crois que la Batsheva, aujourd'hui, vous devez la connaître avec
c'est plus du tout la même direction artistique. Hein. Ça a énormément changé avec Ohad Naharin. Mais il y a pas mal de petits danseurs à moi là-bas. Donc, il a dirigé de 72 à 74 la compagnie Batsheva qui ne faisait que du répertoire purement Graham. Maintenant, nous sommes devenus amis et Bill m'a aidé à créer ma compagnie. Bill m'a aidé dans l'école. Il est venu pendant une quinzaine d'années m'aider tout simplement de Londres. Il avait créé le London Contemporary Dance Theatre au Place avec toute l'équipe de Bob Cohen, Nomila Tozon, Jane Dudley, enfin ces 7 danseurs. Donc lui, il ne voulait plus retourner aux États-Unis après avoir goûté à Londres parce que c'était l'Europe. C'est-à-dire l'Europe, malgré tout, elle a une culture d'une grande richesse, elle n'est pas née d'hier. Et l'Amérique, 200 ans, malgré tout, c'est un conglomérat c'est difficile. Et puis, on sait très bien la culture américaine, c'est un peu dans les extrêmes. C'est genius, freaky, tandis que l'Europe, the best and the worst. Alors qu'en Europe, nous avons quand même ce côté poème, métaphore, surtout la France, très métaphorique. Et je parlais l'autre jour donc à Claire, je disais, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que en vivant à Jérusalem, on a eu le monde entier qui est venu à Jérusalem. Avant que, malheureusement, politiquement, on s'est retrouvé avec les intifadas, mais jusque dans les années 90, on a eu vraiment les grands musiciens, les grands danseurs, et tout ça donc qu'on a connu, qu'on a reçu chez nous à la maison. C'est-à-dire, on a eu un tel échange. Et puis les Russes qui sont arrivés après, donc j'ai eu Liliana Belfiore qui a enseigné chez moi, qui était au London Festival Ballet, qui avait fui l'Argentine avec les colonels et qui s'est retrouvée donc partenaire de nos rêves. Donc elle était chez moi. À la même époque, j'ai eu Galina Panov qui ont été libérés de prison. Ils ont fait de la prison parce que ils ont décidé de faire la grève de la faim pour pouvoir arriver. Enfin bref, je les ai tous eus. Elle aussi, elle a dansé avec Barashnikov en Yotos à Broadway. Et Bill dans tout ça, c'était vraiment le summum. C'était le sommet. Donc j'ai été vraiment gâtée avec la capacité de pouvoir apprendre de tout le monde. Qui vivait chez moi. C'était un grand bonheur. Donc, et je crois que c'est une des raisons pour laquelle je suis assez ouverte. Et je dis justement, j'apprends énormément de mes élèves. J'enseigne et je dis, j'apprends de mes élèves. Parce que quand je me retrouve devant un problème, je veux absolument le résoudre. Je ne veux pas le laisser dans son marasme. Mon rôle est de trouver la solution, comment je peux l'aider. Donc automatiquement, donc, je suis dans l'écoute. On est dans l'écoute, dans un perpétuel dialogue. Et c'est ça qui fait avancer et l'élève et moi-même. C'est-à-dire on ne fait pas sur place, on ne sait, et puis on est dans un perpétuel questionnement. Je crois que c'est ça qui doit faire la force, non seulement de l'enseignant, mais de l'artiste, c'est d'être dans un perpétuel questionnement et surtout involved, on dit,
impliqué dans le monde qui l'entoure, c'est-à-dire pas être dans sa tour, pour qu'il puisse aussi créer, on a tous nos mots à dire, et être rebelle. C'est bien d'être rebelle. Il ne faut jamais être content de ce qu'on a. Il faut toujours être rebelle et remettre en question. Je crois que c'est ça qui nous fait avancer. Être rebelle, ne pas être content de ce qui te passe. Ouais. Alors justement à propos de l'enseignement j'ai tout d'un coup une vision parce qu'au début où j'étais avec le Danse de l'Opéra, il y avait une sélection physique pour les jeunes stagiaires apprentis. C'était très, ça l'est toujours parce que ça fait partie du je sais pas comment ça s'appelle, du cadre de l'opéra. Non, ça fait partie des règles d'admission en fait. C'est-à-dire que l'enfant qui se présente quand il a 8 ou 9 ans, il doit avoir déjà une certaine longueur de tibia, une certaine longueur de ça, une souplesse articulaire relativement naturelle, un coup de pied aussi naturel, etc. Parce que en fait, comme la scolarité est de 6 ans, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, on a des corps qui sont prêts à s'engager dans un travail technique. En même temps, le travail technique à l'école de danse, il va crescendo, c'est très très lent au début. Le travail des points, c'est une demi-année face à la barre. Ça va vraiment très lentement, mais de cette manière, voilà, la technique se façonne comme ça sur les corps. Et du coup, ça m'avait donné à réfléchir, parce qu'en même temps, j'étais à Bagnoli avec tout le monde. Je me disais, mais attends, c'est pas possible, cette histoire. Chaque corps est différent, donc on doit pouvoir être en mesure d'apprendre la même chose à tout le monde, sauf que chaque personne reçoit les informations différemment, puisqu'elle ne peut éventuellement pas se mouvoir de la même manière, ou ça ne passe pas exactement par les mêmes canaux cérébraux et musculaires, enfin musculaires si, mais le degré de compréhension n'est pas le même si on est souple naturellement ou pas du tout. Donc je m'étais posé énormément de questions par rapport à ça, et pour finir par me dire, en fait, mes yeux doivent être posés sur chacun d'eux pour détecter non pas des difficultés, parce que sur quels critères en fait la difficulté, non pas des difficultés, mais être en mesure de donner la bonne information à un moment précis à telle ou telle personne pour qu'il arrive à intégrer la compréhension d'un exercice ou d'une phrase chorégraphique, etc., et donner les bonnes informations. Parce qu'elles ne sont pas forcément les mêmes pour chacun, en fait. C'est ça que j'étais arrivée à me dire. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps réinventer des façons de dire les choses, finalement. Parce que quelqu'un de très souple, qui lève la jambe là, naturellement, ça ne sert à rien de lui dire lève la jambe, il va le faire. La question, c'est comment on fait pour aider ceux qui rament quand même, comment on fait pour les aider. Donc c'est ça, c'était ça les questions. Et pour d'autres exemples aussi, les questions de regard. Pourquoi est-ce qu'un élève perd l'équilibre quand il tourne? Est-ce qu'il y a un problème de vue éventuellement? Est-ce qu'il y a une peur?
Effectivement, l'état émotionnel compte énormément dans la prise de risque. Voilà, des tas de choses comme ça. J'ai le souvenir d'un professeur, justement, pas de l'école de danse, mais de Bagnolet, qui m'avait dit, en parlant d'une petite fille, elle régresse. Et ça m'avait fait absolument bondir. Elle avait juste 7 ans. Hein. C'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Donc j'étais absolument outrée. Et du coup, en fait, je me suis rapprochée des parents en leur disant, est-ce qu'un tel a rencontré peut-être des difficultés à l'école, etc. Et en fait, effectivement, ils avaient détecté une myopie. Et effectivement, ça a changé toute sa notion de distance et d'espace, et ça devenait un peu compliqué pour elle dans certaines situations. Donc voilà, je me suis empressée de dire au professeur, attention, elle ne régresse pas. Je l'ai mis devant. Et ne jamais dire à une tu n'arriveras pas. J'ai tellement d'élèves qui me demandent, est-ce que tu crois que j'ai des chances? Tu crois que j'ai des chances? Alors là, il faut que je vous raconte l'histoire de Bill. Parce que Bill, c'était vraiment pour moi... Bill, à l'âge de 14 ans, il s'est retrouvé à la High School of Performing Arts. Il venait de tap dance. Il n'avait jamais appris la danse ni quoi que ce soit. Les profs le regardaient. You will never be a dancer. Le gars, franchement, c'est l'horreur. Et je ne sais pas s'il connaissait ce film Fame. Oui. C'est l'histoire de Bill. C'est son histoire. C'est un copain de sa classe du High School of Performing Arts qui était formé bien après, puisqu'ils sont allés à Juilliard. Il est allé à Juilliard. Il était dans la même classe avec Pina Bausch, Rena Schenfeld. C'était toute cette classe de petits génies. Et il s'est retrouvé donc avec un article « The Modern Dance of the 20th Century » par le grand critique Clive Barnes dans le New York Times. « The Modern Dance of the 20th Century ». Et quand j'ai des élèves donc, qui viennent me demander « Est-ce que j'ai des chances ?» ne laisse personne te donner la réponse, elle est en toi. Aucun prof ne peut te dire que tu peux y arriver ou tu ne peux pas y arriver. On n'a pas le droit de dire à un élève « tu n'y arriveras pas ». On a tous la possibilité d'arriver. Il est question de recevoir d'abord une approche qui vous encourage. Il faut toujours être encouragé. Après tout, la danse, c'est une affaire de joie. Et ce n'est pas une affaire, je disais l'autre jour, de vie ou de mort. Hein. C'est une affaire de joie. Même si on doit l'exprimer la tristesse, c'est quand même une affaire de joie. The Modern Dance of the 20th Century. Et ça me fait penser du coup à ces critères qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a en France par rapport au format des corps. Les Américains sont beaucoup plus open-minded, ouverts d'esprit. Moi, je vais te dire ce que moi je ressens. Par rapport à quelqu'un, par rapport, justement, moi, je vais te dire ce que je ressens par rapport à la France. Tu vois, tu sens l'école. Tu sens c'est la plus vieille école au niveau du ballet. Tu ne peux pas aller plus vieux que 300 ans. C'est la plus vieille école qui a été établie. Elle tient à ses lois. Elle ne veut pas les lâcher. Hein, c'est ce qui s'est passé avec Mille Pieds. Hein, elle ne veut pas les lâcher. On est dans notre culture et on est nombriliste. C'est très compliqué à le faire à Paris. C'est le centre du monde. De remettre. Non, mais ils ont un règlement intérieur qui est très très figé et c'est toute une histoire de changer un article. C'est très 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 compliqué.
Ça demande, ça demande des réunions au ministère, l'accord de je ne sais plus qui, etc. C'est Louis XIV. Et c'est la difficulté qu'a rencontré Benjamin Millepied, qui est dans le Oui, et dans et qui a c'est le cas de le dire. On a mis au moins deux. Mais qui a, de mon point de vue, aussi suscité, c'est personnel comme sentiment, mais j'ai vu un peu ce qui se passait, je pense qu'il a suscité aussi quelques jalousies. Le type est jeune, il est beau, il est marié à Nathalie Portman, il est super danseur, il a une compagnie. C'était too much, quoi. C'était vraiment too much. Je me souviens de ma fille qui était venue voir les démonstrations de l'école de danse, et donc je lui dis on se retrouve derrière rue Scribe, et elle était complètement surexcitée. Je la voyais derrière la vitre, elle me disait. Il y avait Nathalie Portman avec. Donc ça suscitait des trucs pas possibles, quoi. Dès qu'elle apparaissait, c'était absolument incroyable. Bon, et je crois qu'il a suscité un peu ça, mais cela dit, il aurait peut-être... Enfin, je pense qu'il aurait peut-être pu réfléchir, prendre conseil... De la manière avec laquelle il s'y est pris. Observer, il a été assez brutal. Il était américain. Il a été assez brutal, oui, à l'américaine, sauf que l'institution, elle est effectivement vieille de 300 ans et que, voilà, on ne bouscule pas tout comme ça, quoi. Et tu vois, par exemple, moi, vivant en Israël, je peux te dire, d'abord, l'Israélien est très individualiste. Tu vois, il ne rentre pas dans un groupe. Alors, quand j'ai créé le département danse dans ce lycée, je dois dire, j'en ai vraiment bavé pour essayer de ranger ces mômes dans un travail de groupe. Parce que quand tu vis dans une société qui est levantine, c'est le Moyen-Orient, tu rentres, tu as des difficultés à enseigner une discipline de groupe, parce que la danse c'est une discipline de groupe, mais quelque part ça a un bon côté parce qu'il y a une ouverture d'esprit. On veut apprendre, ça c'est intéressant, on ne rejette rien, tout est bon à prendre. Et je crois que à ce niveau-là, je critique pas la France, j'essaie de comprendre la mentalité et comment on fait à travers, comme tu dis, un certain respect. Je crois que taper dans la masse, c'était pas la bonne chose à faire et qu'il fallait trouver, mais il faut évoluer, c'est-à-dire il faut essayer de ne plus être dans le paraître, mais d'être dans l'être. Parce que c'est un peu le problème de la France. C'est ce que moi, je ressens. On est très fort dans le paraître. C'est le panache. Comme je disais l'autre jour, le ballet classique, c'est le panache. Les Russes, c'est le drame. Les Américains, c'est les grands gosses. Les Anglais, c'est le précis. Donc on a chaque... Tu sens la culture. Et le français, il est dans le paraître. Il est dans la conservation de son et dans la conservation de son patrimoine. Il ne faut pas y toucher. Les choses évoluent. C'est-à-dire que le monde y change. On est dans l'Internet. Il y a une rapidité aujourd'hui d'échange de connaissances incroyable. Donc c'est fini. On n'est plus dans Louis XIV. Oui, non, mais il y a plein de problèmes qui remontent à la surface, sur les gabarits des corps, sur la couleur de peau. C'est fini. Moi, je me rappelle très bien de la femme de Ohad Naharin, Marika Jivara, parce qu'elle était dans la compagnie. Tu l'as connue, elle était dans la compagnie de Graham, non? De Alvin Ailey. D'Alvin Ailey, Ouais. c'est vrai.
Et cette femme, j'ai halluciné. Elle mesurait, allez, 1,55 m. Elle était très petite. Très petite. Un cube. Oui, Un cube en salopette. mais japonaise, hein. Japonaise. Quand je l'ai vue dans les couloirs de l'école, j'en revenais pas, puisque la veille, je l'avais vue danser au City Center, et que moi, j'avais vu un ange. J'avais vu un ange. Absolument. Et j'en revenais pas, et je me disais, mais les Américains sont géniaux, parce qu'ils ont pas d'a priori. Et je me rappelle aussi d'une danseuse de chez Alvin Ailey, toujours Donna Wood, qui était une plante, une belle plante. Elle n'aurait jamais été acceptée dans une compagnie en France. Marie Kajivarin, n'en parlons même pas. C'est incroyable. Et il y a maintenant ce qui vient de sortir, il y a eu toute une enquête, hein. Non seulement à l'Opéra, mais un peu dans toutes les compagnies de danse classique en Europe, est sortie la problématique de la discrimination pour la couleur de peau dans le ballet classique. Donc ça y est, c'est plus possible. Et moi, j'étais hallucinée parce qu'aux États-Unis, j'avais repéré, avec le Dance Theater Harlem, que les danseuses avaient des couleurs de collants et de chaussons qui correspondaient à leur carnation, alors qu'en France, j'ai eu une élève comme ça, dans l'école de danse, à qui on demandait de se poudrer la peau. Quelle horreur. À qui on demandait de se poudrer la peau. Il n'y a pas encore longtemps, on demande, dans les grands ensembles du corps de ballet, on demandait aux danseurs, ce qui est, enfin, pour moi, c'était absolument un scandale, mais ça, depuis 3 mois, c'est terminé. Donc tout d'un coup, oh miracle, toutes les danseuses asiatiques ou légèrement colorées de la compagnie, parce qu'il y en a, on reçoit des collants et des chaussons et des rubans qui correspondent à leur carnation. Alors qu'avant, les pauvres chéries, elles étaient obligées de les teindre au fond de teint, parce que c'est affreux, les grosses bonbons, c'est pas possible. Et donc elles s'emmerdaient à chaque spectacle, à teindre leur ruban. Et ben c'est fini, mais ça date d'il y a 3 mois.